Bien, chers amis téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de votre émission Micro de la Diaspora, chaque vendredi à partir de 11 heures. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous recevons Maître Théo Bito qui exerce en tant qu'avocat et puis il est fondateur d'un cabinet d'avocats à Paris. Il exerce également aux États-Unis, un cabinet d'avocats d'affaires. Il organise donc un webinaire gratuit pour chacun de nous et nous parlerons avec lui donc de la diaspora togolaise, des investissements au Togo et en Afrique où carré, nous nous assaturerons surtout sur les risques et les précautions. Docteur Bito, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce numéro de notre émission. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui. Vous êtes toujours entre deux avions, entre l'Amérique et surtout l'Europe. Dites-nous, docteur Bito, que pouvez-vous dire pour commencer cette seconde partie pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? D'accord. Merci, cher Moïse. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je suis, comme vous l'avez dit, docteur Bito, je suis avocat et je suis également membre de la diaspora. Depuis, je suis arrivé aux États-Unis pour être plus précis, en novembre 2000. Donc, ça fait plusieurs années que je suis arrivé aux États-Unis, mais je ne suis pas fixé aux États-Unis tout le temps. Je suis à Paris également, en Europe, où j'ai mon cabinet qui est un cabinet international qui a, entre autres, comme mission de euh, euh, aider les investisseurs internationaux en Afrique, qui se focalise aussi sur l'assistance à apporter à la diaspora pour investir en Afrique et ailleurs dans le monde, parce que ce n'est pas seulement la diaspora américaine, par exemple, peut vouloir investir en France, ailleurs, parce que ça dépend de là où l'opportunité d'investissement se présente. Et à aider aussi la diaspora à régler les problèmes entre les membres de la diaspora. Donc, comme vous le savez, alors j'ai étudié ici en Afrique, au Togo, précisément, à l'Université de Lomé. J'ai étudié également à l'Université d'Austin, Texas, aux États-Unis. J'ai également étudié à Sorbonne, à l'Université de Sorbonne, à Paris. Bon, et puis d'autres choses. Donc, alors, aujourd'hui, je comptabilise autour de plus de 19 ans d'expérience dans la pratique du droit en assistant les investisseurs en Afrique ou également les membres de la diaspora qui sont intéressés par les investissements en Afrique ou au sein de leur communauté. Je maîtrise bien, ayant fait les États-Unis, je connais beaucoup sur les investissements au niveau des États-Unis également. Et en Afrique aussi, j'ai une large vision sur les investissements en Afrique. J'ai également une large vision sur les possibilités d'investissement en Europe, ce qu'il y a comme possibilité d'investissement en Europe. Donc, c'est fort de cet élément que nous aidons ceux qui nous sollicitent pour les accompagner. Bon, ceci Alors, étant, oui, allez-y. oui, oui. Ceci étant, pourquoi, qu'est-ce qui justifie cet événement que nous organisons le 26 novembre 2023, entre 14 heures et 16 heures Eastern Time, c'est-à-dire le temps de New York, par exemple. Non, non, de DC actuellement. Oui. Oui. Donc, ce qui justifie ce truc-là, c'est un constat. Pourquoi nous ciblons la diaspora? Quand on dit diaspora togolaise, mais voyez un peu toute la diaspora africaine. Pourquoi nous ciblons la diaspora? C'est simple. D'abord, nous avons l'impression, depuis que nous pratiquons, que nous aidons les gens avec qui nous discutons sur leurs projets autres là, nous avons cette impression que les gens ont une compréhension erronée de ce que c'est qu'un investissement. En réalité, un investissement, c'est c'est l'argent que tu mets qui te rapporte quelque chose. Et pour faire un investissement, il faut te demander si ça va te rapporter. On ne se demande pas si ça va te rapporter simplement, mais on fait des calculs pour savoir le retour sur investissement, par exemple. On doit le savoir, ce qui permet de se décider. Il y a des calculs qui se font. L'étude de faisabilité du projet, en fonction de son importance, il faut l'étudier. Alors, construire par exemple une maison dans un village avec 100 000 ou 50 000 dollars, est-ce que c'est un investissement? En termes, par exemple, de construction, si on se focalise juste sur l'aspect construction, on dit qu'en termes de real estate, l'emplacement est très important. Alors,
Alors, même maintenant, quand vous avez le bon emplacement, construire juste une maison là-bas où vous mettez vos parents, vos frères, où les gens sont là-bas, ils font des choses là, est-ce que c'est un investissement? C'est à vous de voir. Est-ce qu'il y a ce que nous appelons les investissements de privilège, de prestige, par exemple, les investissements émotionnels. Certains, par exemple, parce qu'ils sont dans la diaspora, ils sentent ce besoin de démontrer aux gens au pays qu'ils sont bien, ils vont construire une grande maison qui est vide, qui est occupée par le gardien. Le gardien utilise ces maisons-là pour faire les chambres de passage. Il utilise les piscines pour organiser des fêtes. Et vous, vous êtes chez vous ici, vous rentrez une fois l'an pour faire un mois, par exemple, chez vous au pays. Vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Donc, il faudrait voir dans quel pays aussi, en fonction des choses-là, dans quel pays on peut faire quel investissement. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut faire un investissement qu'on peut le faire partout. Donc, ça vous dit qu'il y a beaucoup d'études qui doivent se faire pour faire un investissement. Bon, ceci étant, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas entièrement dans l'idée de dire aux gens qu'est-ce que c'est que l'investissement. On peut en parler, expliquer. Mais en tant que membre de la diaspora, ayant commencé au bas de l'échelle, comme j'ai dit, on a commencé avec les jobs, on a commencé avec tous ces jobs dans les cuisines, tout ça là. On a étudié, on a grandi, on est arrivé où on est aujourd'hui. On sait comment est-ce que les membres de la diaspora souffrent pour faire ces sous. Ces sous qu'ils envoient pour investissement, par exemple, chez eux. Alors, ayant aussi passé du temps en Afrique pour, comment on dit, travailler dans des cabinets. Scénario. Oui, on a aussi constaté comment est-ce que les gens, la perception que les gens ont de l'argent que vous envoyez en Afrique. C'est un cadeau. Ils n'ont pas la même conception que nous souffrons ici dans la diaspora pour faire de l'argent. Non. C'est l'argent à envoyer. Nous-mêmes, on leur donne cette impression qu'il y a l'argent, on peut le leur envoyer tout le temps. Donc, quand on leur envoie de l'argent, quel que soit le montant pour leur investissement, certains pensent que c'est l'opportunité de faire leur affaire eux-mêmes. Et il y a tellement d'histoires que vous entendez quand vous êtes dans ce secteur-là. Il y a des histoires que je raconte. Si je vais commencer à raconter, ça ne va pas finir. Donc, oui, alors, maître, quelles précautions prendre pour pallier à ces genres de problèmes? Ouais, les précautions, d'abord, pour rentrer dans un investissement, il faut s'adresser à un spécialiste. Il faut savoir ce que c'est qu'un investissement. Et ce gars-là, il prend votre chose-là, il étudie, et il vous dit, ça peut aller, ou bien au lieu d'investir ici, il faut investir ici. Bon, maintenant, dans ce processus, il faut forcément avoir des écrits. Je vous parlais tantôt des gens qui sortent facilement 30, 40 000 $ pour remettre aux gens sans écrit, sans trace. Des gens qui achètent des voitures, ils envoient l'argent par Zelle aux gens pour acheter des voitures. Ils ne reçoivent jamais cette voiture-là. Mais on va acheter une voiture, il y a un contrat pour acheter une voiture. Donc, c'est des précautions qu'il faut prendre. Parce que vous prenez des risques. Toute opération que vous faites autour de l'argent, vous prenez des risques. Mais comment vous protégez contre ces risques-là? Je le disais tantôt, si vous voulez faire un prêt à votre petit frère de 50 000 € par exemple, ou de 50 000 $, il y a des questions que vous ne pouvez pas poser à votre petit frère. Même peut-être que votre maman va dire, mais c'est ton petit frère, pourquoi tu veux un papier? Il va te payer. Mais si tu as le reflet de dire, bon, c'est mon petit frère bien sûr, mais c'est un prêt qu'il me demande, ce n'est pas un prêt familial. Je vais donc appeler Maître Birto pour lui demander de me produire un petit contrat, par exemple, ou de venir garantir cette négociation-là. Mais moi, j'interviens, je m'assure que tout est mis. Parce qu'un prêt de 50 000 €, c'est l'argent qui travaille pour vous. Il doit gagner. C'est-à-dire que l'argent là doit, on dit earn interest. Tu vois? Quand vous remettez 50 000 € à quelqu'un et demain vous paye 50 000 €, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas fait un investissement. C'est pas un investissement. Est-ce que c'est 5% qui vous paye, 10% qui vous paye? Ok, vous êtes mon petit frère, donc faites-moi, les gens le font à 15%, moi je vous demande seulement 10%. Ok, tout est signé. Et demain, s'il y a un problème, vous faites sortir ça.
Voyez-vous? Donc, il y a ces situations, par exemple, qui se posent dans la diaspora où les gens se font des prêts de ce comme ça. On est amis, ah, moi, je vais lancer un projet de construction, une société, je n'ai pas les sous, je ne peux pas aller à la banque. Est-ce que tu peux me faire un petit frais de 15 000 dollars? Après, je te rends. Mais après, quand tu demandes, on te dit, oh, moi, je ne t'ai pas payé parce que je sais que toi, tu n'as pas besoin de sous. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te retrouver à amener ce gars-là à la justice. Et quand tu l'amènes à la justice, demain, vous ne vous parlez même plus. Parce qu'il va se dire, mais toi, mon ami, tu m'amènes à la justice. C'est là où j'ai introduit maintenant un produit que nous avons, un produit que nous avons depuis 2 ans, que nous offrons aux membres de la diaspora qui ont ces genres de problèmes de prêts non remboursés ou de choses là. On leur propose, dans un premier temps, de s'essayer à la médiation. Nous, en tant que structure, on vient médier cette situation. Quand on le fait en tant que structure, on s'assure que le contrat, le protocole d'accord est bien rédigé, l'engagement des uns des autres à payer, le temps de paiement, les intérêts, tout ça là, c'est bien rédigé. On fait un papier que les deux parties signent. Mais si demain, ils ne paient pas, ce que vous faites, vous prenez ce papier-là, vous allez à la justice, mais on a un contrat qui n'a pas respecté. Le juge va dire, bon, ah, comme c'est un contrat, n'est pas respecté, on l'exécute. Ce qui est intéressant avec ce que nous offrons comme solution, cette solution de médiation, flash mediation, c'est en ligne. Donc, l'avantage de cela, c'est que d'abord, vous faites ça de vos lieux de résidence. Fondamental avantage, c'est que c'est confidentiel. Les produits d'une médiation sont confidentiels. Ça reste entre vous. Troisième chose, c'est que même si la personne est en Australie, que vous êtes aux États-Unis, ou il est à Abidjan, vous êtes en Chine, ou il est à Dakar et vous êtes au Togo, au Ghana ou au Bénin et à Cotonou, on peut faire cette médiation et avoir les deux parties signer le contrat. Le contrat signé, on peut le mettre en anglais ou en français. Partout où vous êtes, vous pouvez prendre ce contrat-là, aller à la justice, s'il ne exécute pas, pour dire, bon, il y a un contrat qui n'a pas exécuté. Donc, ça, c'est une solution. L'autre solution que nous offrons aussi à la diaspora et à nos clients, c'est que nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des êtres sociaux. Nous avons des questions qu'on a sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans telle situation. Nous, quand vous posez cette question, nous avons un produit en ligne, une consultation en ligne, qui peut être par Zoom, qui peut être par téléphone ou peut être écrite. Vous allez seulement en ligne, vous enregistrez, vous nous envoyez les questions et nous, on vous programme et on discute avec vous sur la question de droit que vous avez. Vous voulez faire un investissement, par exemple, vous voulez savoir si c'est prudent, vous voulez aller à la justice, vous voulez savoir si votre dossier que vous amenez, s'il est solide. J'ai eu des dossiers, par exemple, ici, sur des affaires civiles, les gens sont allés porter des plaintes sur des affaires devant une cour pénale. Mais la cour pénale a rejeté parce qu'il n'y avait pas de quoi punir pénalement, puisque c'était un contrat civil. Donc, là, vous pouvez prendre une consultation pour demander, mais maître, je voudrais faire ceci. Est-ce que je peux le faire? Bon, nous, on va vous consulter pour vous dire, bon, votre meilleure course, si vous voulez, c'est ceci. Bon, si vous voulez qu'on vous accompagne, on va voir comment on peut vous accompagner. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller trouver votre avocat, mais ne perdez pas votre temps. Ou bien, si vous voulez le faire vous-même, faites-le, mais ne perdez pas votre temps, faites-le comme ça, comme ça, comme ça. Bon, chacun fait son choix. Donc, c'est ces éléments que nous allons exposer en long et en large, en fait, dans la discussion du 26 novembre, qui est ouverte, comme je le rappelle, à la diaspora des Amériques, qui comprend le Canada, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Alors, Maître Bito, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. La grande question qui revient la plupart du temps pour les membres de la diaspora, c'est le coût, au fait, qui revient. On a l'habitude de comparer le coût. On a peur véritablement des avocats, surtout à la diaspora. Qu'offrez-vous de meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir? D'accord. Merci pour l'opportunité. Je pense que c'est une question vraiment importante, en ce sens que c'est bien que les gens comprennent que, d'abord, quel que soit l'avocat auquel vous avez face en vous, ce n'est pas, tout est négociable. Mais dites-lui ce que, si vous demandez ceci, dites-lui ce que vous avez. S'il peut le faire, il vous dit qu'il peut le faire.
Mais s'il ne peut pas, il vous dira qu'il ne peut pas. Mais maintenant, nous avons, en tant qu'Africains, une culture bizarre. Quand tu dis, tu donnes un prix même le plus bas à l'avocat et au client, il veut diminuer. Bon, il y a certains travaux, moi, je me dis, bon, des fois, je me dis, je ne juge pas en fonction de la grandeur ou des petits de dossier. Un dossier, par exemple, de 10 000 euros ou 10 000 dollars, je le prendrai quand je prendrai un dossier de 100 000 et plus. Et je vais les traiter de la même manière. Mais maintenant, il faut être réaliste. On ne peut pas aller demander le service à un avocat et se dire que on va lui payer une somme modique. Nous faisons tout pour nous adapter. Il faut négocier et comprendre aussi ce que l'avocat veut faire. Il faut comprendre ce qu'il veut faire. Il y a des questions qui sont des solutions faciles. L'avocat peut vous dire, bon, ce montant-là pour ceci. Mais il y a des questions qui demandent plus de recherche, qui demandent plus de connaissances, qui demandent que ce soit un avocat d'un niveau très élevé qui le fasse. Parce que si vous allez chez un avocat qui ne peut pas vous résoudre le problème, parce que vous vous dites, bon, vous préférez vous focaliser sur le montant au lieu de vous focaliser sur l'expertise de la personne, on va vous faire le même travail, mais à la fin, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le travail que vous voulez. Mais à qui vous allez vous en prendre? Je vous raconte l'histoire d'un monsieur pour étayer votre situation, la situation que vous posez. J'étais en Afrique quand je travaillais en Afrique, j'étais dans une cité, une grande cité où il y a beaucoup de cadres. Mon voisin est entré de l'Angleterre et il était là. Il sait ce que je fais comme boulot. Il me connaît, on discute, on est amis. Ce monsieur est arrivé, il a pris 52 millions de francs CFA qu'il est allé remettre à un tâcheron pour lui construire une maison dans une zone, comment on dit, portière, au niveau de la mer. Vous savez, la qualité de la construction des choses de la mer, c'est que quand vous construisez dans la mer, il faut vraiment maîtriser l'ingénierie de la construction parce que le sol est mouvant. Alors, ce monsieur a remis 52 millions à ce tâcheron qui, en réalité, a fait sortir un contrat juste de sa poche, je ne sais pas, il a griffé certaines choses, il a remis à ce monsieur. Bon, c'était bien. OK, on construit, lui-même, il va aller sur les travaux construits. En ce moment, à 3 jours une semaine ou 2 semaines de la fin des travaux, je pense qu'il se préparait à aménager parce que là où il était, il payait cher. Le matin, j'entends quand chez moi je sors, c'est ce monsieur qui est dans tous ses états qui me dit, mais ça ne se passe que j'ai tous des problèmes. Je dis, c'est quoi? Il me dit que sa maison qu'il a construite là, qu'il a fait construire est en train de descendre. Parce que apparemment l'ingénierie au niveau de la fondation a été mal faite. Exact. Donc la maison est en train de descendre. Je dis, mais qui t'a fait le travail? Il dit que c'est un monsieur, un entrepreneur. Je dis, mais ok, c'est pas grave. Amenez-moi le contrat. Je crois que dans ce genre de choses, c'est l'entrepreneur qui doit prendre charge de tout. Je prends le contrat, je regarde. Je ne vois rien dans le contrat. À part que quelqu'un a pris l'argent chez quelqu'un et qu'on va construire. Je ne vois rien. Je dis, mais regardez le contrat que vous avez produit. Et puis, quand j'ai confronté les deux, il a donné le travail à ce monsieur, mais lui-même, il va des fois donner des ordres directement sur comment il faut faire les travaux, comment il faut les changer. Le monsieur dit, mais moi, oui, le contrat n'est pas bon, mais c'est ça la responsabilité. C'est lui qui est venu des fois, il m'a même des fois demandé de partir et c'est lui qui gérait directement mes employés. Donc, vous voyez que ce comportement-là, s'il avait vu, il m'avait vu et je lui ai réexpliqué. Écoute, d'abord, comme c'est un montant aussi élevé, ça fait autour de plus de 100 et quelques 1000 euros, 1000 dollars. Donc, on va faire un document propre. Et dans une construction, ça, c'est le rôle du propriétaire, c'est le rôle du constructeur, c'est ceci, c'est le rôle des gens. Et les obligations des uns des autres. Les obligations, les garanties décennales, tout ça, là, on aurait pris ça, on aurait demandé au monsieur, c'est un montant de 52 millions. Vous devez aller amener une assurance décennale pour s'assurer, parce que 52 millions, c'est beaucoup quand même. Voyez-vous? Mais ce monsieur n'a pas fait ça. Et ce qui était rigolo, c'est que sa femme lui a dit devant moi, 2 millions ou, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions que vous allez remettre à l'avocat, il vous aurait fait tout ça là.
il vous aurait protégé, vous aurait sécurisé, tout ça là, vous n'avez pas voulu. Vous voyez tout ce que nous avons perdu à cause de votre... Vous pensez que vous pouvez le faire. Il faut que les gens fassent attention. Les contrats qu'il y a en ligne sont faits pour des situations différentes. Les gens pensent qu'ils peuvent juste aller en ligne, télécharger un contrat et le faire. Bon, c'est bon. Mais chaque investissement, chaque relation contractuelle a sa réalité. Si vous pensez que le jeu des contrats, c'est comme la friperie, vous pouvez juste aller prendre une chemise dans la friperie et puis vous habiller. Il y a ça bien avec les risques. Parce que dans les friperies aussi, il y a des cafards qui sortent. Des fois, il y a des trous dedans. Oui, maître. Donc, Maître, revenons à notre sujet de ce jour, diaspora et investissement en Afrique, risques et précautions. Vous organisez cet événement qui aura lieu dans quelques heures, disons le 26 novembre, dimanche, à partir donc de 14 heures déjà. Dites-nous, quel sera le menu pour ce webinaire que vous organisez et qui peut prendre part à ce webinaire? Comment faire pour y prendre part? Est-ce que c'est après ce webinaire, quel sera le bénéfice que je peux en tirer? Est-ce que je peux avoir peut-être une consultation exclusive avec vous et votre cabinet? Parlez-nous-en. Effectivement, je vais commencer par là, vous avez fini. Les consultations, comme je l'ai dit, nous offrons des consultations privées. Après le webinaire, après cet événement, même si quelqu'un veut une consultation privée, on lui offre. Contre paiement, on va lui offrir une consultation sur son projet ou tout ce qu'il veut faire. Maintenant, l'objectif du webinaire, c'est en fait donner les outils aux membres de la diaspora pour qu'ils soient mieux outillés pour protéger leur investissement, qui sont en projet ou qui sont en cours ou qui sont déjà exécutés. Parce qu'il y a toujours des angles de correction. Donc, ceci étant, c'est une discussion avec les membres. Parce que les gens, comme vous savez, plusieurs sont dans leur boulot et ils sont tellement focalisés. On veut faire l'argent, on veut faire l'argent, on veut faire l'argent. Mais on n'a pas le temps. Vous allez être surpris de savoir que certains ne prennent pas des précautions élémentaires. Même on envoie l'argent en Afrique. On fait Western Union comme ça. Oui, la personne a pris. OK, bon. Et la suite? On a discuté, on s'est dit, il va faire comme ça. Sinon, la personne ne le fait pas. Donc, fondamentalement, cette discussion, je dirais plutôt que c'est un échange. Moi, j'aime plutôt quand je suis dans ces genres d'environnement avec les gens, quand j'expose le cadre de l'environnement, que ces gens amènent des histoires, des expériences. Et on discute ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on peut faire. Bon, si certaines personnes sont mal à l'aise à exposer leurs problèmes en groupe, je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi nous avons la consultation dont je parlais. Nous avons cette consultation-là qui on permet aux gens de pouvoir nous rentrer en contact avec nous. Nous avons notre site. Si le lien qui connaît la consultation ne marche pas, il peut tout simplement aller sur notre site et nous envoyer une demande de consultation ou nous envoyer une demande de médiation. Donc, ceci étant, c'est en fait, comme je l'avais expliqué au début, la justification fondamentale de cette idée de discuter avec les membres de la diaspora, c'est que, étant membre de la diaspora, j'ai vécu et vu des autres situations. Vous savez, vous êtes même assis, il y a tellement d'affaires que vous avez appris sur les investissements de la diaspora qui sont mal tournés. Maintenant, même les membres de la diaspora qui sont dans ces pays-là, par exemple, en France, tu veux investir, comment tu investis dans ton pays ou comment tu investis en France. Aux États-Unis, ici, il y a plusieurs choses d'investissement. Il y a les gas stations, il y a les motels à acheter, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que des fois, ce n'est pas mieux d'investir son argent là où on est pour le moment et le jour qu'on veut partir en Afrique, on vend tout ou on laisse ça ici, qu'on est en Afrique et ça continue à générer. Acheter une station d'essence, ça ne veut pas dire la gérer. Vous pouvez acheter une station d'essence, par exemple, et trouver des spécialistes pour gérer. Il y a des gens qui ont acheté des hôtels qui ne gèrent pas eux-mêmes. Vous pouvez avoir une ferme et ne pas être celui qui gère. Vous avez un contrat de management avec les gérants, quitte à leur mettre des obligations de sorte que ces gérants soient contraints. Il y a des outils
de promotion des gérants qui font de sorte que les gérants vont être sérieux dans la gestion. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Évidemment, on ne va pas parler de tous ces éléments-là dans les shows, là, durant le webinaire. C'est un peu exposé la situation si quelqu'un est intéressé par une consultation particulière. Nous sommes là, on va discuter des conditions et on va leur apporter la réponse à leurs questions. Merci beaucoup, Maître Théo Bito. Je rappelle que vous résidez aux États-Unis, vous êtes également en Europe. Quel est votre message à l'endroit de toute la diaspora pour mettre fin à cette interview exclusive avec vous et surtout à ceux qui ont déjà leurs pieds dans ces genres de problèmes? Well, l'avocat peut intervenir à tous les niveaux, que ce soit au début, au milieu et à la fin. Le plus important, le conseil et le message le plus important que je souhaite adresser à la diaspora, c'est de comprendre que ils sont en train d'investir pour nous, le membre de la diaspora, c'est mettre notre vie en jeu. En ce sens que la manière dont nous travaillons dur dans ces pays, dans le froid, dans le chaud, dans l'agressivité, dans l'animosité, dans les difficultés, nous devons, au moment où nous voulons dépenser ou faire sortir nos sous pour des projets, protéger ces sous, de sorte que nos investissements nous rapportent. On doit éviter de faire des investissements sans prendre des précautions. On doit bien étudier nos investissements. Il ne faut pas que les gens fassent la confusion entre les investissements de prestige. Il y a malheureusement des gens qui sont dans cette histoire-là. Je ne voudrais pas nommer des pays, mais je connais dans des pays où les gens de la diaspora ont construit de grandes maisons à l'image de ce qu'il y a aux États-Unis ici, mais qui sont des maisons vides. Et eux-mêmes, ils rentrent une fois par an pour faire peut-être 2 semaines ou 1 mois, et ils partent, la maison est vide. Cette maison, est-ce que c'est un investissement? C'est quoi? C'est lui seul qui sait. Ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas un investissement puisque ça ne te rapporte rien chaque mois. Ça ne te rapporte rien. Quand vous prenez 40 millions, 100 000 euros, et vous investissez par exemple en Syrie, en CFA, tout ce que vous voulez. Disons, ça va dans les millions, et vous construisez une maison. Prenons 40 millions, vous construisez une maison par exemple en CFA. Ça va aller chercher dans les 40 000, ça fait dans les, je vois ça doit faire dans les 20 millions de francs CFA, je ne sais pas, je crois que c'est autour. Alors, et que pour amortir ces 40 millions, vous savez combien d'années ça vous prend? Vous divisez ça, par exemple, si le loyer est de 100 000, vous divisez ça par 100 000, ça fait quoi? 200 mois divisé par 12, c'est autour de combien? Plusieurs années, 16 ans ou plus. Si vous mettez les 20 millions là dans une autre chose qui vous rapporte même un revenu sur investissement de 10%, vous faites beaucoup de sous puisqu'il faut capitaliser après. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faudrait vraiment que les gens prennent le temps d'étudier parce que, à moins que les gens qui travaillent ici, je me trompe que les gens souffrent pour avoir l'argent. Si je me trompe, les gens font ce qu'on veut. Mais si j'ai raison, il faut que les gens comprennent que tout ce que nous faisons sortir comme investissement, que ce soit dans notre pays d'origine, ou que ce soit le pays de résidence où nous sommes, ça doit être étudié de sorte que ça rapporte. Donc, c'est où nous, on se trouve pour vous tenir la main, pour vous accompagner. C'est un peu ça. Merci, Maître Théo Bito. Je rappelle à tous les téléspectateurs que l'événement, c'est du webinaire gratuit et sur le thème Diaspora togolaise et investissement au Togo, risques et précautions, qui aura lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à partir de 14 h déjà. Nous allons tous nous connecter pour apprendre encore de nouveau, avoir d'amples informations concernant toute cette thématique. Vous serez avec beaucoup plus de nationalités anglophones comme francophones. Et je rappelle que vous avez votre cabinet en Europe. Pour ceux qui veulent bien donc vous contacter, ils peuvent aller également sur votre site
site web bitolo.com et nous serons également là pour vous accompagner pour la suite pour partager les bonnes informations avec toute la diaspora. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Ça a été un honneur pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, vous veuillez le faire puisque c'est ici, c'est l'Afrique qui gagne. Et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV et que Dieu vous protège, Maître Bito. Merci beaucoup également à vous et merci aux téléspectateurs. Merci. Ciao. Ciao, ciao.